Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le kosmisme, l'autre grand récit russe. Le kosmisme, une pensée qui a voyagé du 19e russe à la Silicon Valley d'aujourd'hui, une virée dans le New Age soviétique qui s'articule autour de l'idée d'un lien puissant entre l'homme et l'univers, qui croit en la capacité de l'homme de diriger le cosmos tout entier et en notre capacité de ressusciter les morts. Dans Lénine, à marcher sur la Lune, publié chez Actes Sud, le rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine, Michel Elchaninov, nous raconte l'histoire méconnue des cosmistes et des transhumanistes russes. Bonjour Michel Elchaninov. Bonjour. Bonjour, bienvenue autour de cette grande table des idées. Tout le monde connaît le communisme. Rares sont ceux qui ont déjà entendu parler en revanche du kosmisme. D'où vous est venue, vous, l'idée d'en faire un livre? D'où vous est venue la rencontre entre le kosmisme et vous? En fait, j'ai vécu à Moscou dans les années 1990, juste avant et juste après la chute du communisme. Et c'était des années véritablement de grande désorientation idéologique, puisque le marxisme-léninisme était en train de s'effondrer. En fait, ça faisait quand même pas mal de décennies que plus personne n'y croyait. Mais véritablement, il n'y avait plus d'idéologie officielle. Alors, il y a eu un retour très important de la religion, de la confession orthodoxe. Mais quand je me promenais dans Moscou, dans le métro, je voyais sur tous les étals des libraires ambulants eh bien, des livres sur le kosmisme qui étaient une sorte de philosophie qui me paraissait un peu folle, ultra spirituelle et en même temps ultra scientifique, qui prétendait donc qu'on pourrait rendre l'homme immortel et l'envoyer dans l'espace. Et donc je l'ai rencontré très concrètement en discutant avec des gens qui se passionnaient pour cette idée. Alors, est-ce que là-bas en Russie, tout le monde connaît le kosmisme? Tout le monde sait ce que Écoutez, c'est? les milieux intellectuels le connaissent, mais il s'est aussi répandu un peu dans toute la société parce que quand je vivais en Russie à ce moment-là, il y avait une grande mode, c'était d'acheter des lampes de Tchaikovsky qui prétendument devaient nettoyer l'air. Et tout le monde avait ça chez soi. Et en fait, Tchaikovsky, c'était un grand philosophe cosmiste. Donc, en fait, il y avait une sorte de cosmisme ambiant dans l'air, dans la Russie de ces années-là, qui continue aujourd'hui. Un kosmisme lumineux. Et puis il y a des auteurs, des écrivains qui ont quand même aussi fait circuler ces idées. Et pour commencer par l'un d'entre eux, et pas des moindres, il y a Dostoïevski, à qui vous avez déjà consacré un ouvrage en 2013, Michel Elchaninov, Dostoïevski, le roman du corps, 2 ans avant Dans la tête de Vladimir Poutine. Dostoïevski va populariser cette idée dans Les Frères Karamazov. Comment? À travers le personnage d'Alyosha? Oui, le personnage central, en fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Alyosha Karamazov et qui est très religieux, qui est novice dans un monastère, mais il a un christianisme spécial. Il veut réaliser son christianisme. Il ne veut pas se contenter de prier tous les dimanches et de se mortifier. Et donc, il y a un moment dans le livre où il dit à un autre personnage, son frère Ivan, Alyosha dit, eh bien, il va falloir maintenant ressusciter les morts. Et en fait, cette idée, elle est venue à Dostoïevski par un correspondant inconnu qui lui avait écrit pour lui dire qu'il y avait un philosophe qui travaillait à une grande œuvre qui s'intitulait La philosophie de l'œuvre commune, l'idée d'une tâche pour tous les hommes, qui serait de utiliser la science et ses progrès extraordinaires à la fin du 19e siècle pour aboutir finalement à réparer la plus grave injustice que nous vivons, qui est de perdre ce qu'on aime, de perdre nos parents. Et donc ce philosophe a dit, eh bien maintenant, pour rendre le christianisme actif, ressuscitons les morts, et la science y arrivera bientôt. Mais c'est ça le kosmisme en fait. Le kosmisme, c'est l'idée d'une sorte de solidarité entre l'homme et le cosmos. C'est-à-dire qu'on croit avoir des limitations, on a la vie qui se termine, on est attaché à la Terre, et le kosmisme dit non, en fait, on peut aller plus loin, on peut vaincre la mort, et puis nous, les hommes, d'ailleurs, si on vainc la mort, si on ressuscite les gens, il n'y aura plus de place sur Terre. Donc, parce qu'il y aura trop d'hommes. Et donc, il faudra déménager dans l'espace. Et donc, le kosmisme postule une sorte de solidarité entre l'homme et le cosmos tout entier. Et l'homme est voué un jour à aller vivre sur d'autres planètes. On en connaît d'autres aujourd'hui qui ont des rêves de grands espaces. Jeff Bezos, Elon Musk, aujourd'hui relancent totalement cette idée-là dans la Silicon Valley, en Californie, pour dire que finalement, ces limitations, la vie humaine, l'attachement à la Terre, eh bien, sont vouées, grâce au progrès technologique, au progrès humain, à nous permettre un jour de les vaincre. Mais c'est totalement démiurgique comme rêve, on a conscience de ça. C'est l'homme qui se prend pour Dieu aussi, qui dépasse les limites de la finitude humaine. Oui, c'est une idée démiurgique qui en fait mélange une sorte de spiritualité qu'il y avait comme ça à la fin du 19e siècle, qu'incarnait Dostoïevski dans ses romans, mais qu'incarnait aussi ce premier cosmiste qui s'appelait Nikolai Fyodorov, qui était que finalement le christianisme doit aller encore plus loin, et puisque Dieu agit à travers l'homme, pourquoi ne nous rendre pas encore plus puissants ?
Alors, ouais, Nikolai, pardon, vous avez cité son nom, hein, Nikolai Fyodorov. Aujourd'hui, il peut être considéré comme le père fondateur du cosmisme, avec cette pensée originale entre esprit scientifique et mysticisme, comme vous l'évoquiez. Jeff Bezos, Elon Musk, ils le connaissent, ils l'ont lu. Alors, C'est une figure qui a circulé. Alors, en fait, la tradition cosmique est souterraine dans l'histoire russe, soviétique et post-soviétique. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est quand je suis tombé il y a quelques années sur une citation d'Elon Musk qui participe à une espèce de grand festival sur les séries télé. Et il cite un philosophe cosmiste. C'est un autre qui s'appelle Tsiolkovsky. Et pour appuyer son rêve de conquête spatiale, Elon Musk dit, comme disait Tsiolkovsky, la Terre est le berceau de l'homme, mais nul homme n'a vocation à rester dans son berceau. Et donc, Elon Musk cite les cosmistes. Et en fait, on se rend compte, en enquêtant un peu, ce que j'ai fait pour mon livre, qu'il y a beaucoup de transhumanistes américains et puis d'acteurs de la nouvelle conquête spatiale qui, en fait, ont lu, connaissent, alors par capillarité ou directement, les Russes dont je parle ici. Mais c'est intéressant comment c'est cohérent, et la Russie et les États-Unis aujourd'hui, avec la nature de ces territoires, hein. Entre le western américain, c'est quand même une épopée qui nous tourne vers le ciel, mais aussi pour la Russie, à l'origine du cosmisme, il y a une cohérence avec l'immensité de la Russie, hein, avec ses rêves de grandeur. Oui, déjà, il y a un paysage russe qui est gigantesque, comme on le sait, qui est monotone, qui est plutôt plat. Et donc déjà, la nature russe, comme l'ont très bien décrit, je ne sais pas, Tchekhov dans la steppe, par exemple, on y flotte un peu. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas ces limitations que nous, on connaît en Europe, avec beaucoup de frontières, beaucoup de paysages différents. On a l'impression de flotter dans cet espace. Alors aux États-Unis, ça va s'incarner dans l'idée de nouvelles frontières, de toujours aller plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée qu'on peut toujours aller plus loin. Et dans l'histoire russe plus particulièrement, ça se manifeste dans une forme de messianisme. C'est pour ça que ce que j'ai voulu ici véritablement faire émerger, c'est une idée qui est souterraine par rapport aux idéologies, je ne sais pas, le tsarisme, l'orthodoxie, ou alors plus tard le communisme, le marxisme-léninisme, mais en fait une sorte de messianisme, avec cette idée que la Russie, c'est plus qu'un pays, c'est une idée. Et que cette idée, un jour, elle doit étonner le monde et elle doit être vénérée, adorée par le monde entier. Et je pense que cette idée du messianisme russe, elle n'est pas totalement étrangère à ce qui se passe aujourd'hui avec les tensions, les prétentions de Vladimir Poutine sur l'Ukraine ou sur le fait de devenir un pôle idéologique mondial. Je crois que dans la culture russe, il existe cette tentation de faire de ce pays-là l'incarnation d'une idée absolument étonnante. Et d'ailleurs, dans la tête de Vladimir Poutine, puisque vous vous y êtes déjà rendu, je l'évoquais, Michel Elchaninov, dans un précédent livre paru chez Actes Sud en 2015, est-ce qu'il y a une place pour le cosmisme? Quelle place occupe cette pensée dans sa tête? Eh bien, Vladimir Poutine cite des cosmistes. Alors c'est vraiment très, très amusant, là encore, parce qu'il veut se démarquer de l'idéologie américaine de la conquête spatiale. Pour Vladimir Poutine, qui déteste l'Occident, parce qu'il le juge soit faible, soit purement matérialiste, eh bien pour Vladimir Poutine, la conquête spatiale américaine, elle est fondée sur l'idée justement de domination. Et puis elle est fondée sur l'argent, sur quelque chose de matériel. Et donc, pour montrer que la Russie a une autre idéologie de la conquête spatiale, il va citer un auteur cosmiste qui s'appelle Tsiolkovsky, qui est un peu le père fondateur de la conquête spatiale russe et soviétique, en disant, eh bien nous, si nous allons dans l'espace, c'est pour réconcilier toute l'humanité, c'est pas pour dominer, c'est pas pour des raisons financières et matérielles, c'est pour créer une sorte d'harmonie universelle. Et donc c'est assez amusant de voir que Poutine cite un auteur qui par ailleurs croyait que l'homme était immortel et était voué à l'immortalité. Voilà, il a imaginé que ces fusées ne serviraient pas seulement à aller dans l'espace, mais surtout à améliorer la vie humaine. Voilà cette phrase de Constantin Tsiolkovsky que reprend Vladimir Poutine en visite dans un musée consacré aussi à cette conquête spatiale qui a marqué l'imaginaire russe comme américain d'ailleurs. Si on revient à l'origine de cette pensée, à ses contours, comment cette pensée a pris ou pas dans la population, comment elle a infusé. Vous évoquiez tout à l'heure le marxisme, vous évoquiez le communisme, la question aussi des religions, on va y venir. Comment cette pensée elle a pu s'articuler avec le marxisme et le communisme? C'est ça qui est vraiment intéressant quand on se penche sur cette question, c'est que cette pensée, elle est née donc à l'époque de Dostoïevski, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, dans une Russie qui est encore tsariste.
qui est encore irrigué d'orthodoxie, et puis qui est secoué par des phénomènes déjà révolutionnaires. La Russie est en ébullition parce qu'il y a une injustice sociale extrêmement forte et un système politique sclérosant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pensée-là, qui au départ est un peu, qui est un peu religieuse, un peu mystique, eh bien, va être en quelque sorte récupérée par certains révolutionnaires. Alors là, on peut citer par exemple des compagnons de Lénine, avant la Révolution de 17, qui se trouvent en exil en Europe. Eh bien, ces compagnons de Lénine, notamment le célèbre écrivain Maxime Gorky, qui est bolchevique, ou alors le futur monsieur culture de la Révolution russe, qui est Anatoly Lunacharsky, eh bien, sont des gens qui disent que comme le peuple a besoin d'un ferment culturel et spirituel pour se révolter, ils vont créer une sorte de religion, de nouvelle religion pour le communisme, et vont appeler ça la religion des constructeurs de Dieu. En quelque sorte, pour eux, la religion ne doit pas être imposée d'en haut par des prêtres, mais doit être l'incarnation du peuple tout entier qui se lève pour son émancipation. Et donc Lénine s'est retrouvé à un moment entouré de compagnons bolcheviques qui voulaient rendre religieux le marxisme. Et si on continue cette histoire, Lénine les a écartés à l'époque parce qu'il trouvait que c'était des tendances totalement irrationnelles. Mais quand Lénine est mort, en 1924, autour de son corps, il y avait ces personnes-là. Il y avait Lunacharsky, il y avait un autre chef bolchevique qui pensait qu'on allait pouvoir ressusciter les grands hommes. Et alors que, par exemple, Trotsky voulait incinérer Lénine en disant écoutez, on n'est pas des chrétiens religieux, on ne va pas momifier son corps. Eux, c'est un pharaon en réalité. Voilà, oui. Eux ont insisté pour embaumer son corps dans un palais qui se trouve toujours sur la place Rouge. Je vous rappelle que Lénine est toujours embaumé sur la place Rouge, près de 100 ans après sa mort, avec le secret espoir de le faire un jour ressusciter. Et donc, que les idées cosmistes ont infusé dans la révolution russe, parce que finalement, créer un homme nouveau, qui était l'espoir révolutionnaire, ça peut aussi vouloir dire, briser les limites de la mort, de l'attachement à la terre, et donc conquérir l'espace, et donc vaincre la mort. Cette résurrection de Lénine, il y en a encore qui la souhaitent aujourd'hui ? J'ai pas entendu ça, mais en tout cas, elle a été souhaitée à l'époque où Lénine est mort. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi faire de ce Lénine qui est toujours sur la place Rouge. Bon, alors, il y a aussi la possibilité, simplement, si c'est pas avec Lénine, de faire ça avec le corps de sa grand-mère. On va partir en Russie avec un extrait d'un reportage réalisé pour Paris Match, Survivre à la mort. Exemple donc avec cette entreprise russe de cryonie, la congélation des corps post-mortem. Ses fondateurs promettent la résurrection à leurs clients. On les écoute. The technology of cryonics means that after a person is legally dead, then his body... Après le décès d'une personne, son corps ou sa tête seulement seront conservés à très basse température. Mais avant, tout le sang sera drainé hors du corps et remplacé par un liquide cryoprotecteur qui protégera le corps et le cerveau des dommages causés par le froid. Si ce traitement est correctement effectué, ils pourront être conservés indéfiniment, ce qui permettra de ressusciter la personne dans le futur dès que la technologie le permettra. Oh, ils l'ont enveloppé de carbonite. Comme cela, il sera bien protégé, si jamais il survit au procédé de congélation. Alors, Calrissian, a-t-il survécu? Oui, il est vivant. Et en parfaite hibernation. Il est à vous, chasseur de primes. Réinstaller la chambre de congélation pour Skywalker. Voilà, de la Russie au cinéma américain aussi. On se fait cryogéniser dans l'Empire contre-attaque, Michel Elchaninov. C'est sérieux ? En tout cas, c'est quelque chose qui a été inventé aux États-Unis dans les années 60-70. C'était d'ailleurs un Américain d'origine russe qui s'appelle Robert Ettinger, qui a, quand il a fait traduire son livre en russe sur l'idée qu'on pouvait congeler un corps en attendant que la technologie soit capable dans le futur de le réveiller, il a fait référence aux cosmistes. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi un lien avec ce courant. Et aujourd'hui, cette idée de cryogénie, eh bien, elle existe aux États-Unis, bien sûr, et elle existe depuis 2003 en Russie avec Danila Medvedev,
chef qu'on a entendu, que j'ai interviewé d'ailleurs pour mon livre, qui explique que oui, il y a la possibilité aujourd'hui de bientôt de pouvoir ressusciter les corps après les avoir congelés. Et à un moment, il dit une chose assez folle et assez amusante. Il dit, vous savez, là, on est en train de travailler sur des transplantations de tête sur un corps qui a déjà une tête. Il dit qu'ils sont déjà en train de travailler dessus concrètement. Et il dit que comme la Russie aujourd'hui est soumise à un double pouvoir, le pouvoir politique de Poutine et le pouvoir religieux du patriarche orthodoxe, ils disent que vraiment la solution pour la Russie, c'est ce qu'il m'a dit, ça serait de mettre la tête du patriarche orthodoxe sur le corps de Poutine pour véritablement que l'idéologie russe soit unifiée. Donc c'est assez farfelu, il faut bien le dire. N'empêche qu'il y a déjà plusieurs dizaines de corps en Russie qui sont cryogénisés en attente donc d'un possible réveil. Vladimir Poutine n'a pas émis le souhait encore pour l'instant. Non, et puis s'il le faisait, il n'oserait jamais évidemment le faire en public. J'ai essayé d'avoir des confidences des proches du Kremlin qui m'ont dit que de toute façon ça serait totalement tabou. On sait que Vladimir Poutine veut rester jeune le plus longtemps possible, même s'il va sur ses 70 ans, mais pour l'instant évidemment c'est absolument impossible à dire publiquement. Bon, mais vous évoquez Michel Elchaninov, le choc rationalité-mysticisme qu'on a retrouvé sous Lénine avec cette bande des quatre, dont Alexandre Bogdanov, dont Lunacharsky, dont Maxime Gorky, dont Léonid Krassid aussi, à des degrés divers. Les quatre ont proposé aussi au parti bolchevique cette idéologie nouvelle, moins matérialiste, moins rationalisée aussi. Comment ça va se passer avec les religieux, avec la religion orthodoxe? On tolère aussi cette pensée-là? On accepte qu'elle se développe dans ce XXe siècle soviétique rugissant? Aujourd'hui, l'Église orthodoxe a pignon sur rue en Russie, depuis le milieu des années 80. Pour elle, les cosmistes veulent un peu prendre la place de Dieu. C'est-à-dire pour un chrétien orthodoxe, disons, orthodoxe, il n'est pas très, très correct de vouloir prendre la place de Dieu et de continuer son œuvre finalement à sa place. Donc il y a des tensions avec l'Église orthodoxe, c'est pour ça que les cosmistes et les transhumanistes ne sont pas forcément très bien vus par les milieux orthodoxes, mais il faut dire aussi qu'il y a des milieux aujourd'hui conservateurs, assez proches du Kremlin, qui considèrent que le cosmisme devrait être plus présent dans l'idéologie officielle et que la conquête spatiale est placée sous l'égide du cosmisme en Russie aujourd'hui, mais il faudrait peut-être aussi cette idée de rajouter un peu de mystique, un peu de religion dans l'idéologie, ça serait pas mal. Donc il y a parfois des rencontres entre l'Église et cette rêverie scientifique sur la résurrection des morts. Il va y avoir une réinvention du cosmisme après Staline, ce que vous appelez aussi ce New Age russe et la manière dont il a pu aborder cette pensée-là. Oui, j'ai voulu aborder ce chapitre des années 60, 70 en Russie. Vous savez, je trouve qu'on a souvent une image assez monolithique de l'Union soviétique. On pense que c'est l'idéologie marxiste-léniniste qui règne. En fait, c'est pas vrai. En fait, après Staline, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus tellement au communisme. Et donc, ils créent des idéologies de substitution. Et ce que j'ai essayé de décrire aussi, c'est que dans les années 60, 70, il y a une mode gigantesque en URSS d'occultisme, une passion pour l'hypnose, un goût pour le chamanisme. Et en fait, tous ces milieux un peu hippies, tout simplement, qui sont en train un peu New Age, qui cherchent des croyances alternatives, ils ont été très présents et prégnants en Union soviétique et ils n'ont pas grand-chose à envier au New Age américain finalement. Vous avez évoqué le cosmisme et vous parlez du transhumanisme, mais qu'est-ce qui les différencie tous les deux pour l'instant? Alors, je n'ai pas très bien saisi la nuance. Le transhumanisme, au départ, est une pensée davantage technicienne et rationaliste. Danila Medvedev, le transhumaniste russe, dit que lui-même n'est pas religieux. Il ne pense pas que Dieu intervienne dans les affaires humaines. Alors que les cosmistes qui se réfèrent justement à Fyodorov et à Dostoïevski, eux, véritablement veulent que ce rêve de résurrection des morts ne soit pas uniquement une opération égoïste, individuelle, matérielle, mais soit véritablement une nouvelle foi pour l'humanité entière, quelque chose de collectif, quelque chose de très spirituel. Donc aujourd'hui, en Russie, il y a parfois des bisbilles, des disputes entre les transhumanistes qui, eux, sont très techniciens, et les cosmistes qui, eux, ont une vision plus mystique de la chose. On n'a pas clairement exposé les promesses du cosmisme. À quoi il croit? On a parlé de la question de la résurrection. Il y a aussi toute cette idée autour du vieillissement, qui n'est pas une fatalité. On a vu des pratiques de transfusion sanguine pour régénérer l'organisme. Ça, c'est une idée qui était défendue par Bogdanov, dont on parlait tout à l'heure, le philosophe, sous Lénine. Il y a l'idée de vie éternelle avec la cryogénisation.
Quoi d'autre, en fait? Dans cette idée de projection, de dépassement du cosmos aussi, ou de lien? Ouais, en fait, c'est vraiment l'idée que voilà, il reste deux limitations, la mort et l'attachement à la Terre, et qu'il faut vaincre les deux. Et donc, il faut réussir à ce que l'humanité se détache voilà, de cette relativité dans laquelle il est voué et occupe l'espace, si j'ose dire, occupe le cosmos. Donc, c'est une pensée totalisante. C'est pour ça qu'elle a si bien pris en Union soviétique. C'est une pensée de l'homme nouveau, c'est une pensée d'un futur de l'humanité. Et il y a cette idée qu'on pourrait appeler totalitaire, d'ailleurs, si on le voulait. C'est pas pour rien, sans doute, que le cosmisme a continué à exister sous l'Union soviétique, que l'homme doit supprimer toutes ses limitations. Et là, on peut retrouver la critique, par exemple, d'Hannah Arendt, qui explique que bien vouloir quitter la Terre, vouloir vaincre la mort, ce sont des manières peut-être de vouloir transgresser notre condition humaine. Elle parle de l'humaine condition dans son fameux ouvrage. Eh bien, ça peut être dangereux dans le sens où ça ferait de nous quelqu'un d'autre que les êtres politiques liés à la Terre, liés aux hommes, avec une finitude que nous sommes actuellement. Et donc, il y a une discussion, je pense, à avoir, à la fois sur le cosmisme dans le passé et sur le transhumanisme aujourd'hui, sur les présupposés philosophiques de ce rêve, avec cette idée qu'on allait créer un être universel, un être immortel, un être détaché de la Terre. Et moi, je suis assez proche de Hannah Arendt dans la prudence que je peux avoir vis-à-vis de ces rêveries qui peuvent rapidement prendre une tournure totalitaire. Ouais, c'est ça, philosophique et éthique aussi. Qui garde-t-on en vie? Qui fait-on revivre? Qui sauve-t-on aussi quand on sera trop nombreux sur la Terre et qu'on imaginera un autre îlot de vie ou de survie quelque part dans le cosmos? Ce rêve-là, vous l'évoquiez, en tout cas, il a rejoint à un moment cet idéal, tout le mouvement de la conquête spatiale. Alors évidemment en Russie, la conquête soviétique, mais aussi côté américain, les deux grandes puissances qui ont cherché à s'envoyer en l'air, si je puis dire. On va écouter à ce sujet un extrait d'un film, parce qu'Hollywood a récupéré aussi toute cette atmosphère-là. Un extrait de Solaris, tiens, d'Andrei Tarkovsky, voir comment le cinéma a permis ce voyage, ces allers-retours. Est-ce qu'il y a dans ce film pour vous des influences cosmistes? On écoute. Le cosmos crée des illusions, c'est le postulat du film. Et il est bien certain que l'homme, le héros, tend de tout son être vers un amour réel. Découvrir que la femme qu'il aime n'est qu'une illusion le rend extrêmement malheureux. Il voudrait que cette femme soit réelle, et c'est pour lui une tâche surhumaine que de parvenir à se convaincre qu'il n'aime qu'une chimère. Tarkovsky, Andrei, parlant de son film Solaris, Michel Elchaninov. Tarkovsky a lu les cosmistes, il le cite dans ses carnets, il cite Fyodorov, etc. Et en adaptant ce roman de science-fiction de Stanislas Lem, il imagine qu'il y a une sorte de planète vivante, et en transférant de la vie dans le cosmos, il est fidèle à une certaine tradition cosmiste. Vous savez, Solaris de Tarkovsky et 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, c'était des projets un peu concurrents entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Tarkovsky est sans doute inspiré par le cosmisme, dans l'idée que voilà, il y a des idées de résurrection des morts, d'immortalité, et des questions éthiques que ça pose, et qu'en face, si j'ose dire, Stanley Kubrick, dans une fameuse interview à Playboy en 1968, il cite les cosmistes russes. Il dit qu'en 2001, peut-être qu'on aura réussi à vaincre la mort, et il cite à ce moment-là un savant soviétique qui s'appelle Vassili Kuprevitch, qui, dans les années 60, est en train de travailler non seulement contre le vieillissement, mais pour un jour dépasser la mort. Donc dans ces années-là, dans les années New Age, il y a aussi une inspiration cosmiste des deux côtés, aux États-Unis et en URSS. Vous diriez qu'aujourd'hui, la Silicon Valley est la nouvelle terre du cosmisme ? En tout cas, c'est la terre du transhumanisme, c'est évident. C'est-à-dire, on sait que Jeff Bezos y travaille, que Peter Thiel y travaille, que Elon Musk travaille à ses projets de lien entre le cerveau et l'intelligence artificielle. Et il est évident, d'abord, qu'il y a énormément d'immigrés russes
nourri au cosmisme aux États-Unis et que donc il y a une influence certaine du cosmisme dans le transhumanisme actuel. Avec des questions qui peuvent se poser là encore. Quand l'idéologie de la tech emprunte à la Russie de Lénine, ça fait un drôle de mélange quand même, non ? Ça fait un mélange assez étonnant, mais je crois qu'aujourd'hui, dans cette terre d'invention qu'est la Silicon Valley, il y a à la fois des idéologies libertariennes, très inégalitaires, et puis il y a aussi ce désir, moi j'ai interviewé plusieurs transhumanistes actuels, ce désir de rajouter du spirituel dans le transhumanisme et de faire presque de ce projet de vaincre la mort une nouvelle religion aussi pour les Américains. Est-ce que vous pensez que ce sera, Michel Elchaninov, la nouvelle bataille du XXIe siècle ? Je crois que entre ces deux puissances. Il faut prendre le transhumanisme au sérieux parce qu'il est financé très largement aux États-Unis. Sergey Brin, cofondateur de Google, d'origine soviétique, est quelqu'un qui travaille aujourd'hui là-dessus. Je crois qu'il faut, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, il faut essayer de comprendre à la fois les histoires qui ont fait émerger ce rêve, qui peuvent être totalitaire en Union soviétique, et en même temps essayer de s'interroger sur les conséquences éthiques, politiques, sociales de ce mouvement. Donc je crois que c'est une bataille importante qui va s'ouvrir, effectivement. Vous dites il peut y en avoir une version démocratique, vous pensez ? Vous dites qu'ils peuvent être totalitaires. Il peut y avoir une version beaucoup plus démocratique, égalitaire du cosmisme. Ça, c'est le rêve originel de Fyodorov, de dire que l'humanité va s'assembler et que tout le monde ressuscitera. Je crois que c'est une illusion, je crois que l'utopie est très dangereuse. Et Berdyaev, qui est un philosophe russe du début du XXe siècle, a bien dit que le plus grand danger qui nous guettait, c'est sans doute de céder à ces sirènes de réconciliation universelle et d'utopie. Voilà, en attendant, vous faites marcher Lénine sur la Lune. Lénine a marché sur la Lune, c'est le titre de votre ouvrage qui paraît chez Actes Sud. Michel Elchaninov, merci beaucoup. Merci à vous. France Culture, il est 13h23.